Août 1944, le général Dwight Eisenhower faisait face à un problème qui n'avait rien à voir avec la défaite des Allemands. Le général français Charles de Gaulle menaçait de détruire la structure de commandement alliée de l'intérieur. De Gaulle exigeait une reconnaissance immédiate en tant que dirigeant légitime de la France. Il voulait que les forces françaises libèrent Paris sans assistance américaine. Il insistait pour avoir un droit de veto sur les opérations alliées en sol français, et il était prêt à retirer les unités françaises du commandement allié si Eisenhower n'obtempérait pas. Eisenhower ne pouvait pas se permettre une crise politique tout en combattant la Wehrmacht. Mais il ne pouvait pas non plus laisser De Gaulle dicter la stratégie militaire. Le commandant suprême allié avait besoin d'un levier. Il avait besoin de quelqu'un capable de démontrer la puissance américaine sans provoquer un incident diplomatique. Il avait besoin de George Patton. La libération de la France créait des complications politiques que les planificateurs de l'invasion alliée n'avaient pas pleinement anticipées. La France n'était pas simplement un territoire à libérer, c'était une nation avec des visions concurrentes de son avenir d'après-guerre. Des mouvements de résistance rivaux et des chefs militaires voyaient l'avancée alliée comme leur chance de s'emparer du pouvoir. De Gaulle dirigeait les forces françaises libres depuis son exil à Londres. Il prétendait représenter le gouvernement légitime de la France, mais son autorité était contestée par d'autres généraux français, par des résistants communistes à l'intérieur de la France et par des factions politiques rivales qui le considéraient comme autoritaire. Les Américains n'appréciaient pas particulièrement De Gaulle. Roosevelt le considérait comme difficile et peu fiable. Churchill le trouvait exaspérant. Eisenhower pensait qu'il se souciait davantage du prestige français que de l'efficacité militaire. Mais De Gaulle avait un avantage, il commandait des divisions françaises combattant aux côtés des forces alliées, et il n'avait pas peur de les utiliser comme levier politique. Début août, alors que les forces américaines perçaient hors de Normandie, De Gaulle passa à l'action. Il exigea que les forces françaises sous le commandement du général Philippe Leclerc aient l'honneur de libérer Paris, non pas dans le cadre d'une opération alliée, mais comme une action exclusivement française. L'état-major d'Eisenhower s'y opposa. Paris n'avait pas d'importance stratégique. Prendre la ville immobiliserait des divisions nécessaires à l'avancée vers l'Allemagne. Nourrir 2 millions de Parisiens mettrait à rude épreuve la logistique alliée. La décision militairement judicieuse était de contourner Paris et de continuer vers l'Est. De Gaulle menaça de retirer les forces françaises du commandement allié et de marcher sur Paris de manière indépendante. Si les Américains ne voulaient pas aider à libérer la capitale française, De Gaulle le ferait lui-même. Advienne que pourra. Eisenhower était piégé. S'il permettait à De Gaulle d'agir indépendamment, cela fracturerait l'unité alliée. S'il refusait, De Gaulle pourrait effectivement retirer les unités françaises de la ligne de front, créant des brèches dans les positions alliées. Aucune des deux options n'était acceptable. C'est alors qu'Eisenhower se tourna vers Patton. La 3e armée traversait la France à toute allure, déjà en avance sur le calendrier. Les divisions de Patton approchaient de Paris par le sud, tandis que la 2e division blindée française de Leclerc avançait par l'ouest. Eisenhower convoqua Patton à son quartier général. La conversation fut brève et directe. Patton soutiendrait la libération de Paris par Leclerc, mais il le ferait d'une manière qui rendrait clair qui détenait le véritable pouvoir militaire. Les forces françaises pouvaient entrer dans Paris en premier pour des raisons politiques, mais les divisions américaines sécuriseraient les approches, contrôleraient les routes et démontreraient que les opérations alliées fonctionnaient grâce à la logistique américaine et selon les calendriers américains. Patton comprit immédiatement que ce n'était pas une question de stratégie militaire. Il s'agissait de rappeler à De Gaulle qui était véritablement aux commandes. Le 25 août 1944, les forces françaises entrèrent dans Paris sous les acclamations de joie. Les chars de Leclerc descendirent les Champs-Élysées. De Gaulle prononça des discours triomphants. La libération fut présentée comme une réussite française. En coulisses, Patton avait orchestré quelque chose de différent. Les divisions de la 3e armée avaient sécurisé chaque route principale menant à Paris avant l'arrivée de Leclerc. L'artillerie américaine était positionnée pour soutenir les forces françaises si la résistance allemande se durcissait. Les unités logistiques américaines acheminaient déjà des approvisionnements dans la ville pour nourrir la population. La libération avait l'apparence d'être française. La réalité opérationnelle était américaine. De Gaulle tint son défilé de la victoire le 26 août. Des milliers de Parisiens remplirent les rues.
Des drapeaux français pendaient à chaque bâtiment. C'était un moment de rédemption nationale, après 4 années d'occupation. Patton assista au défilé dans sa Jeep, positionné là où De Gaulle ne pouvait pas le manquer. Il portait son casque poli, ses revolvers à crosse d'ivoire, et l'insigne de sa 3e armée était bien en évidence. Le message était subtil, mais sans équivoque. Les troupes françaises défilaient peut-être, mais la puissance américaine avait rendu ce moment possible. Après le défilé, De Gaulle exigea une réunion privée avec Eisenhower. Il voulait plus d'autorité sur les opérations en France. Il voulait que les forces françaises mènent l'avancée dans l'est de la France. Il voulait des garanties sur le statut de la France d'après-guerre. Eisenhower écouta poliment. Puis il exposa clairement sa position. Les opérations alliées continueraient sous commandement allié. Les forces françaises étaient des partenaires appréciés, mais elles ne dictaient pas la stratégie. Si De Gaulle avait des préoccupations, il était le bienvenu pour les exprimer par les voies appropriées. De Gaulle se hérissa. Il suggéra que l'opinion publique française pourrait se retourner contre la présence américaine si les Alliés ne montraient pas un respect convenable pour la souveraineté française. La réponse d'Eisenhower fut calibrée. Il mentionna que la 3e armée du général Patton était actuellement positionnée à travers l'est de la France. Les divisions de Patton sécurisaient le territoire, établissaient des lignes d'approvisionnement et préparaient la percée vers l'Allemagne. Ces opérations nécessitaient coordination et commandement unifié. Toute perturbation serait fâcheuse pour toutes les parties concernées. L'implication était claire. Si De Gaulle voulait jouer à la politique, l'armée de Patton était déjà en position pour avancer, avec ou sans la coopération française. De Gaulle comprit le message. Les exigences devinrent des requêtes. Les ultimatums devinrent des suggestions. La menace de retirer les forces françaises disparut discrètement. Mais la véritable épreuve survint en septembre, lorsque des factions militaires françaises rivales menacèrent de transformer la France libérée en champ de bataille politique. Le général Jean de Lattre de Tassigny commandait la première armée française dans le sud de la France. C'était un commandant compétent, mais aussi férocement ambitieux. De Lattre voyait la libération comme son opportunité de rivaliser avec l'influence politique de De Gaulle. Il commença à prendre des décisions opérationnelles indépendantes, contournant le commandement allié et positionnant ses forces pour un impact politique maximal plutôt que pour l'efficacité militaire. Les forces de résistance communistes, les forces françaises de l'intérieur, menaient leurs propres opérations et refusaient de s'intégrer aux unités militaires françaises régulières. Elles voyaient la libération comme le début d'une révolution sociale et n'avaient aucune intention de recevoir des ordres de généraux français conservateurs ou de commandants américains. L'état-major d'Eisenhower l'avertit que la situation se détériorait. Plusieurs factions françaises opéraient indépendamment. Le commandement et le contrôle s'effondraient. Si la situation n'était pas résolue rapidement, elle compromettrait les opérations alliées sur l'ensemble du front sud. Eisenhower envoya Patton régler le problème. Le 12 septembre 1944, Patton arriva au quartier général de De Lattre sans s'annoncer. Il ne demanda pas de réunion. Il n'envoya pas de préavis. Il se présenta simplement avec son état-major, entra dans le poste de commandement de De Lattre et demanda à voir le général français immédiatement. De Lattre fut surpris, mais accueillit Patton cordialement. Les deux généraux entretenaient une relation professionnelle. Cela ressemblait à une visite amicale entre commandants alliés. Patton alla droit au but. Les récentes décisions opérationnelles de De Lattre causaient des problèmes pour la logistique et la coordination alliée. La 3e armée avait besoin de routes et de voies ferrées que la 1re armée française occupait actuellement sans objectif militaire clair. La situation devait être résolue immédiatement. De Lattre expliqua que les forces françaises avaient des raisons stratégiques pour leur position. Il commença à décrire des considérations politiques, l'opinion publique française et l'importance de la visibilité militaire française. Patton n'interrompit. Les considérations politiques n'étaient pas son affaire. L'efficacité militaire, si. La 3e armée avait un calendrier à respecter. Si les forces françaises bloquaient des itinéraires critiques, Patton les écarterait et poursuivrait son avancée. Cela pouvait se faire de manière coopérative ou de manière unilatérale. De Lattre pouvait choisir. Le général français protesta.
Il ne pouvait pas simplement abandonner des positions sur les ordres d'un général américain. Il avait des responsabilités envers le gouvernement français et le peuple français. Patton se leva pour partir. Il dit à Delattre que les colonnes de la 3e armée commenceraient à traverser les zones disputées dans 48 heures. Si les forces françaises s'y trouvaient encore, les unités américaines les contourneraient ou passeraient à travers, selon ce qui serait le plus commode. La conversation était terminée. Delattre contacta immédiatement De Gaulle à Paris. Il décrivit l'ultimatum de Patton et demanda des instructions. De Gaulle, qui avait déjà appris les limites de la confrontation avec la puissance militaire américaine, dit à Delattre de coopérer. En moins de 24 heures, la première armée française s'était repositionnée pour faciliter l'avancée de la 3e armée. Les opérations indépendantes de Delattre furent placées sous une coordination alliée appropriée. Les manœuvres politiques cessèrent. Mais Patton n'avait pas terminé. Les forces de résistance communistes opéraient toujours de manière indépendante, refusant l'intégration au commandement militaire français régulier. Ces unités contrôlaient un territoire important dans le centre et le sud de la France. Elles étaient bien armées grâce aux parachutages alliés et n'avaient aucune intention de se soumettre à des généraux français conservateurs ou à la supervision américaine. Eisenhower ne pouvait pas utiliser les forces militaires régulières contre des résistants français qui avaient combattu les Allemands pendant 4 ans. Les retombées politiques seraient catastrophiques. Mais il ne pouvait pas non plus permettre à des groupes armés d'opérer indépendamment dans des zones critiques pour les lignes d'approvisionnement alliées. Patton proposa une solution. Il rencontrerait personnellement les chefs de la résistance, non pas pour les menacer, mais pour leur expliquer la réalité. Les forces américaines avançaient vers l'Allemagne. Cette avancée nécessitait des lignes d'approvisionnement sécurisées à travers la France. Les groupes qui interféreraient avec ces lignes d'approvisionnement, quelle que soit leur politique ou leur histoire, seraient désarmés et écartés. Ce n'était pas une décision politique, c'était une question logistique. Et la logistique, Patton le ferait clairement comprendre, n'était pas négociable. Les réunions eurent lieu tout au long de la fin septembre. Patton s'assit avec les chefs de la résistance communiste dans des villes à travers l'est de la France. Les conversations suivaient un schéma récurrent. Patton reconnaissait leur contribution dans la lutte contre les Allemands. Il louait leur courage et leur sacrifice. Puis il expliquait que la guerre n'était pas terminée. Les forces alliées avaient besoin de coopération pour achever la défaite de l'Allemagne. Après la guerre, les questions politiques françaises seraient résolues par le peuple français. Mais pendant la guerre, la nécessité militaire primait. Certains chefs de la résistance acceptèrent immédiatement. D'autres résistèrent, arguant qu'ils n'avaient pas combattu les Allemands pendant 4 ans pour recevoir des ordres de généraux américains. La réponse de Patton était constante. Il ne leur demandait pas de recevoir des ordres. Il les informait de la réalité opérationnelle. Les convois d'approvisionnement alliés traverseraient leur territoire. Les routes et les voies ferrées seraient sécurisées. Cela se produirait avec leur coopération ou malgré leur opposition. La menace implicite était évidente. L'armée de Patton avait écrasé la résistance allemande à travers la France. Les groupes qui interféreraient avec les opérations alliées recevraient un traitement similaire, quelle que soit leur affiliation politique ou leurs états de service dans la résistance. La plupart des chefs de la résistance choisirent la coopération. Ceux qui ne le firent pas découvrirent que la police militaire américaine et les forces régulières françaises s'intéressaient soudainement de très près à leur stock d'armes et à leur contrôle territorial. Début octobre, la situation s'était stabilisée. Les factions militaires françaises se coordonnaient avec le commandement allié. Les groupes de résistance s'étaient intégrés aux forces régulières ou avaient déposé les armes. Le chaos politique qui menaçait de saper les opérations alliées avait été contenu. Eisenhower ne reconnut jamais publiquement le rôle de Patton dans la résolution de la crise politique française. Les histoires officielles attribuent le mérite aux négociations diplomatiques et à la politique intérieure française. Mais la correspondance privée d'Eisenhower raconte une histoire différente. Dans une lettre au général George Marshall en octobre 1944, Eisenhower décrivit la situation française comme résolue grâce à une combinaison d'accommodements politiques et de démonstrations pratiques de la réalité militaire. La démonstration pratique, c'était Patton. Eisenhower avait appris quelque chose de précieux sur la guerre de coalition. Parfois, les problèmes politiques nécessitaient des solutions militaires, non pas la guerre, mais la menace crédible de celle-ci. De Gaulle pouvait formuler des exigences
parce qu'il commandait des forces françaises. Mais ces forces fonctionnaient grâce à la logistique américaine, sous la couverture aérienne américaine, soutenue par l'artillerie américaine. Patton incarnait cette réalité. Quand il se présentait dans un quartier général, tout le monde comprenait ce qu'il représentait. La puissance militaire américaine, la capacité de contourner les obstacles politiques par une force écrasante, la volonté de donner la priorité aux objectifs militaires sur les susceptibilités politiques. Eisenhower utilisa cela de manière stratégique pendant tout le reste de la guerre. Quand les généraux français formulaient des exigences déraisonnables, Eisenhower mentionnait que la 3e armée de Patton se trouvait dans la région et avait des priorités opérationnelles qui pourraient entrer en conflit avec les positions françaises. Les exigences se modéraient. Quand des responsables locaux français tentaient de restreindre l'accès militaire allié aux ressources ou au territoire, Patton leur rendait visite. Les restrictions disparaissaient. Quand des groupes de résistance menaçaient de déstabiliser les zones arrières, la police militaire de la 3e armée rétablissait l'ordre. Les menaces cessaient. Patton devint l'homme de main d'Eisenhower. Pas officiellement, jamais en public, mais dans les faits, le général américain qui effrayait les commandants allemands servait un objectif différent en France. Il rappelait aux dirigeants français que les opérations alliées se déroulaient selon les conditions américaines et que l'obstruction politique serait confrontée à une puissance militaire écrasante si nécessaire. Patton jouait le rôle à la perfection, il n'avait pas besoin de menacer explicitement, sa présence était la menace, sa réputation d'action agressive rendait l'agression réelle inutile. Les dirigeants français comprenaient que pousser Eisenhower trop loin signifiait avoir affaire à Patton, et personne ne voulait de cette confrontation. La mission réussit parce que Patton comprenait ce dont Eisenhower avait besoin, non pas de la diplomatie, mais une force crédible. Non pas de la négociation, mais une démonstration de puissance. Non pas de la finesse politique, mais la réalité militaire. De Gaulle écrivit plus tard dans ses mémoires que traiter avec les commandants américains nécessitait de comprendre leurs priorités. L'efficacité militaire venait en premier, les considérations politiques en second. Quiconque inversait cet ordre en subissait les conséquences. Il décrivait Patton sans le nommer. Le général américain qui réduisait au silence les rivaux français, simplement en se présentant et en faisant clairement comprendre ce que la puissance américaine pouvait faire si on la provoquait. C'était la mission secrète de Patton, une mission qu'il exécuta parfaitement, tandis que le monde le regardait combattre les Allemands, sans jamais savoir qu'il gérait aussi la politique française au nom d'Eisenhower.